Le traumatisme racial, vous savez, n'a pas été étudié autant qu'il le faudrait. Les gens en parlent depuis une vingtaine d'années sûrement, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de traitements qui ont été mis au point. Aux États-Unis, la plupart des communautés de couleur ont des taux de traumatisme plus élevés. Donc, les traitements pour les traumatismes sont une nécessité absolue pour eux. Et c'est pour cela qu'il est important qu'ils y aient accès. Nous étudions la MDMA, la psilocybine, qu'on trouve par exemple dans les champignons magiques, et nous pouvons également utiliser la kétamine pour les thérapies assistées par psychédéliques. Il y a beaucoup de peur, d'incompréhension et de malentendus parce que ces substances ont été rendues illégales il y a plusieurs décennies. Non pas parce qu'elles sont dangereuses, mais pour des raisons politiques. Les personnes noires et de couleur craignent beaucoup d'être impliquées dans quoi que ce soit qui touche à la drogue à cause de la guerre contre la drogue qui a entraîné tellement d'incarcération, de surveillance et de dévastation pour de nombreuses communautés. Comme ils en ont plus peur, ils ont besoin qu'on les encourage plus, qu'on les informe davantage et qu'on les rassure sur le fait qu'ils peuvent en toute sécurité participer à ces recherches et à ce travail. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien, cette nouvelle conversation avec une invitée tout à fait unique. Nous sommes à Oxford au Congrès sur le trauma et je suis vraiment heureuse, ravie et honorée d'avoir Monica Williams avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que vous allez être très intéressés par ce qu'elle a à nous dire au sujet des traumatismes, mais pas seulement. Bienvenue, Monica. Merci d'être là avec nous. Ah, merci de m'accueillir. C'est vraiment un plaisir d'être ici à Oxford. Oui. Alors, permettez-moi de commencer peut-être par votre parcours en lien avec les traumatismes et comment vous en êtes venue à travailler sur les traumatismes, car vous êtes chercheuse, non? Oui. Donc, parlez-nous un peu de ce que vous faites et de la façon dont vous y êtes arrivée. Eh bien, à l'origine, quand j'ai fait mes études supérieures, je voulais étudier les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai eu l'occasion d'étudier avec une des plus grandes spécialistes mondiales des TOC, qui est le docteur Edna Foa, mais elle était également experte en matière de syndrome de stress post-traumatique et elle consacrait de plus en plus de recherches au SSPT. Donc, quand je suis allée travailler avec elle, j'ai eu l'occasion d'en apprendre davantage à ce sujet et aussi au sujet de certains traitements de pointe et j'ai pu participer à la recherche en développant des essais cliniques et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au SSPT. Vous avez toujours travaillé dans la recherche? Oui. Toujours. J'adore la recherche. Alors, on va apprendre beaucoup de choses avec vous. Je l'espère. Donc, votre premier sujet de recherche a été le traumatisme. Quel genre de recherche avez-vous mené? Les recherches que j'ai menées à l'origine portaient sur les approches de traitement des traumatismes. Par exemple, ce qu'on appelle l'exposition prolongée, qui est un traitement cognitivo-comportemental consistant à aider les gens à affronter leurs peurs. Les personnes souffrant de SSPT ont généralement très peur des choses qui leur rappellent leur traumatisme et ont même peur de penser au traumatisme ou d'en parler. Et cela les empêche de vivre leur vie. Donc, ce traitement consiste à confronter les personnes à leur traumatisme. On leur demande de raconter leurs histoires traumatiques en détail encore et encore. C'est un traitement très éprouvant. Nous constatons souvent que les patients n'ont pas vraiment envie de le faire. Et parfois, les thérapeutes aussi ont des difficultés à l'utiliser. En fait, quand j'étais à l'Université de Pennsylvanie, il y avait des groupes destinés aux thérapeutes pour qu'ils puissent parler et décompresser par rapport aux récits de traumatisme et tous leurs détails qu'ils entendaient de la bouche de leurs patients. Donc oui, c'était un traitement très difficile, mais il fonctionne. Je suis une fervente partisane de l'idée que les gens doivent suivre le traitement et parfois on doit simplement être la personne qui les encourage pour les aider à traverser cette épreuve, car une fois qu'ils sont de l'autre côté, le traitement les aura énormément aidés. Mais parfois le défi, c'est de faire en sorte que les gens le suivent, ce traitement. Souvent, ils appellent notre clinique. J'ai une clinique ambulatoire dans le Connecticut et à Ottawa, et quand certaines personnes appellent et comprennent en quoi
quoi consiste le traitement, elles ne rappellent pas. Ou alors, elles viennent pour la première consultation et quand on leur explique le traitement, elles ne reviennent pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée aux psychédéliques ou à la MDMA pour le traitement du SSPT. Parce que j'avais l'impression que les gens faisaient la queue pour ce genre de traitement, alors qu'avant, il était impossible de les faire venir. Maintenant, il y a de longues listes d'attente pour ces études de recherche, n'est-ce pas? Je me souviens d'avoir découvert ce traitement et vu comment il fonctionnait dans des vidéos de formation pour les thérapeutes qui montraient tout le processus et l'avant-après. Et j'étais stupéfaite parce que les gens ils étaient allongés sur un canapé avec des écouteurs, un bandeau sur les yeux et une bonne couverture bien chaude et le thérapeute était assis à côté d'eux, leur tenait la main et les gens se remettaient d'eux-mêmes. Vous savez, leur cerveau s'arrangeait tout seul. Et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. J'avais l'impression que jusque-là, je n'avais eu à ma disposition que des outils en pierre, alors que là, je me disais, mais ça, c'est comme un avion à réaction. Et c'est ça que je veux faire avec les gens. Voilà comment je me suis retrouvée à faire ce travail. Donc maintenant, vous faites de la recherche sur les psychédéliques, c'est ça? Oui, c'est ce que je fais maintenant. D'accord. Et vous savez, les gens sont parfois à la fois fascinés par les psychédéliques, mais ils en ont aussi très peur. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Eh bien, il y a beaucoup de peur, d'incompréhension et de malentendus parce que ces substances ont été rendues illégales il y a plusieurs décennies. Non pas parce qu'elles sont dangereuses, mais pour des raisons politiques. Alors, ne vous méprenez pas, il y a beaucoup de drogues dangereuses qui sont illégales, mais les psychédéliques ne sont pas dangereux comme le sont d'autres substances telles que la cocaïne ou l'héroïne. Ils ne créent pas de dépendance. Et les gens ne cherchent généralement pas à en consommer tous les jours. Les psychédéliques sont aussi beaucoup moins dangereux que des substances légales comme l'alcool. Quand on parle de psychédéliques, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, je pense que le psychédélique le plus connu est probablement le LSD et comme le LSD a beaucoup de bagages, nous ne faisons pas tellement de recherches dessus à cause de toutes ces idées fausses que les gens ont sur le LSD. Mais nous étudions notamment la MDMA, que les gens appellent ecstasy dans la rue, même si dans la rue, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, donc ça peut être de la MDMA ou pas. Donc, nous étudions la MDMA, la psilocybine, qu'on trouve par exemple dans les champignons magiques. J'étudie également la kétamine, qui n'est pas illégale, c'est en fait un anesthésique qu'on utilise chez les enfants. Et nous pouvons également utiliser la kétamine pour les thérapies assistées par psychédéliques. Voilà quelques-unes des substances que nous étudions. Et la crainte principale, c'est que le produit puisse créer une dépendance. Oui, c'est une grande crainte pour les gens. Et je peux comprendre qu'ils en aient peur étant donné le statut illégal de beaucoup de ces substances. Mais elles ne créent pas de dépendance. Non, pas de cette manière. Et qu'est-ce que ça apporte au monde du traumatisme, au monde thérapeutique, de pouvoir travailler avec les psychédéliques? Eh bien, je pense que cela nous ouvre un tout nouveau monde pour aider les personnes souffrant de traumatisme, parce que même le traitement très éprouvant que je vous ai décrit tout à l'heure ne fonctionne pas pour tout le monde. Il fonctionne pour de nombreuses personnes. Je dirais que les personnes avec lesquelles je travaille et qui le suivent vont pour la plupart beaucoup mieux, mais elles ne vont pas toutes mieux. Donc nous avons besoin de plus d'outils et de plus d'approches. Et nous en avons parlé un peu avant cet entretien. Il y a quelque chose qui vous inquiète beaucoup. Et d'ailleurs, c'est une de mes propres préoccupations concernant les psychédéliques. C'est le fait que ce n'est pas un traitement abordable pour tout le monde sur le plan financier. Certaines personnes ont probablement vraiment besoin de ces traitements ou pourraient vraiment en bénéficier, mais n'y ont pas accès. Alors, est-ce que vous voudriez peut-être nous parler de votre... comment pourrais-je le dire, de votre volonté pour ce monde? Qu'est-ce que vous voulez changer ici? Oui, une des choses que j'étudie, c'est le racisme. J'étudie la discrimination, la marginalisation et l'impact de l'oppression sur les gens, qui peut être quelque chose de très traumatisant. Je vous ai dit que j'avais étudié à l'Université de Pennsylvanie. C'est là que j'ai commencé à traiter les traumatismes et cette université qui se trouve à Philadelphie compte une importante population afro-américaine. J'ai notamment travaillé avec une femme qui avait été traumatisée par la discrimination au travail
Et nous avions un traitement de pointe avec des experts de renommée internationale et elle faisait tout ce qu'elle était censée faire, mais son état ne s'améliorait pas. Ce que j'ai découvert alors, c'est que la raison pour laquelle elle n'allait pas mieux, c'est qu'on n'avait pas travaillé sur les expériences de racisme qu'elle avait vécues, l'effet que ça avait eu sur elle et le fait qu'elle ne se sentait plus en sécurité dans le monde. Non seulement parce que quelqu'un l'avait agressée sur son lieu de travail, mais aussi parce qu'elle ne pouvait pas vraiment compter sur son lieu de travail pour lui offrir un filet de sécurité. Donc là, je me suis rendu compte que si on ne s'attaquait pas à ce problème, de nombreuses personnes comme elle ne se rétabliraient pas après avoir été traumatisées par le racisme et la discrimination. Donc, une des choses que j'ai étudiées et qui compte beaucoup pour moi, c'est que les traitements que nous consacrons tant d'efforts à mettre au point soient généralisables à tout le monde. Et cela s'applique aussi aux traitements psychédéliques. Il nous faut nous assurer qu'au fur et à mesure qu'ils sont étudiés, dévoilés, déployés, ils puissent être efficaces pour tout le monde, que tout le monde soit inclus dans la recherche et aussi qu'ils soient accessibles, n'est-ce pas? C'est-à-dire abordables pour tout le monde. Ça sera la prochaine étape. Actuellement, nous n'avons même pas assez de personnes de couleur dans les essais cliniques, pour pouvoir dire à quel point ils sont efficaces pour ces groupes. Ça, c'est une des choses sur lesquelles j'ai vraiment essayé de tirer la sonnette d'alarme dans les communautés scientifiques qui étudient les psychédéliques, qui est que nous devons être plus inclusifs. C'est une nécessité absolue. Pourquoi cela est-il encore un problème? Pourquoi cela arrive-t-il encore? Que des personnes soient victimes de discrimination et cela même dans les traitements qui sont pourtant censés aider les personnes les plus touchées, les plus traumatisées. Quel est votre avis à ce sujet? Ces problèmes sont dus à énormément de facteurs, mais nous savons que, par exemple, aux États-Unis, la plupart des communautés de couleur ont des taux de traumatisme plus élevés. Donc, les traitements pour les traumatismes sont une nécessité absolue pour eux. Et c'est pour cela qu'il est important qu'ils y aient accès. Mais parfois, le problème, en particulier dans la recherche sur les psychédéliques, c'est que les chercheurs et les chercheuses eux-mêmes ne sont pas très diversifiés. Les personnes qui se présentent pour être les sujets de ces études font elles-mêmes partie de ces communautés non diversifiées où elles sont informées au sujet de ces études de la part de communautés majoritairement blanches. La raison en est que la consommation de drogue est très stigmatisée et que les communautés de couleur sont très surveillées. La peur est donc très présente. Les personnes noires et de couleur craignent beaucoup d'être impliquées dans quoi que ce soit qui touche à la drogue à cause de la guerre contre la drogue qui a entraîné tellement d'incarcération, de surveillance et de dévastation pour de nombreuses communautés. Comme ils en ont plus peur, ils ont besoin qu'on les encourage plus, qu'on les informe davantage et qu'on les rassure sur le fait qu'ils peuvent en toute sécurité participer à ces recherches et à ce travail. Alors, vous avez fait des recherches sur les traumatismes raciaux, n'est-ce pas? Oui. Et où peut-on trouver ces études et que vous ont-elles permis de comprendre? Ou que pouvez-vous nous dire ou nous recommander pour travailler sur ce sujet? Oui, c'est une bonne question. Le traumatisme racial, vous savez, n'a pas été étudié autant qu'il le faudrait. Je veux dire, les gens en parlent depuis une vingtaine d'années sûrement, mais le problème, c'est que il n'y a pas eu de traitements qui ont été mis au point. Il n'y a même pas eu de moyens de mesurer l'amélioration de l'état des gens parce que nous n'avions pas d'outils pour l'évaluer. Donc, dans le cadre de mon travail, la première étape consistait à créer des outils, n'est-ce pas? C'est-à-dire des questionnaires, des mesures, des entretiens pour pouvoir diagnostiquer et quantifier la gravité du problème, non pas parce que nous voulons réduire les gens à un chiffre, mais pour pouvoir commencer à faire des recherches scientifiques afin de montrer que nous pouvons contribuer à changer la situation et que les gens peuvent aller mieux grâce à des approches efficaces. Actuellement, je développe plusieurs approches pour traiter le traumatisme racial, y compris l'utilisation des psychédéliques pour ces traumatismes-là. J'ai publié quelques articles à ce sujet. En fait, j'ai publié une étude de cas très intéressante sur une femme qui a également été traumatisée sur son lieu de travail en raison de la discrimination et qui avait vécu des violences sexuelles pendant son enfance. Et nous avons pu utiliser la thérapie assistée par la kétamine pour l'aider à guérir de ce traumatisme.
Mais ce dont nous avons vraiment besoin, ce sont des essais à plus grande échelle avec beaucoup de sujets, et c'est là que ça devient difficile parce que le financement n'est tout simplement pas là pour ce genre de travail. J'ai aussi mis au point des traitements cognitivo-comportementaux où on n'a pas besoin d'utiliser les psychédéliques. J'ai d'ailleurs rédigé un manuel qui sort ce mois-ci. Oh, super! Oui, un manuel sur comment guérir les blessures du traumatisme racial. C'est une approche cognitivo-comportementale en 12 étapes. Le premier chapitre présente comment devenir un thérapeute antiraciste. Parce que, en tant que thérapeute, nous absorbons également tout le bagage de notre société, toutes ces âneries racistes, n'est-ce pas? Et nous devons nous en débarrasser pour pouvoir travailler efficacement avec les personnes qui souffrent. Comme il faut éviter de nous décharger de tout cela sur elles. Donc ça, c'est la première étape. Et l'étape suivante consiste à valider leur expérience, leur souffrance. Parce que le racisme a pour effet de donner aux gens l'impression qu'ils sont fous, comme si ce truc n'arrive qu'à moi et personne ne le voit. Parce que personne n'a envie d'en parler. Donc, ils se sentent invalidés quand ils essayent d'en parler à d'autres personnes. Or, on ne peut pas vraiment guérir d'un traumatisme si tout le monde nous invalide. Donc, la première étape est la validation, ce qui, je le sais, semble très facile et élémentaire pour les thérapeutes. Mais c'est tellement intéressant, quand il s'agit de problèmes comme celui-ci, parfois les thérapeutes oublient ce qu'ils savent et ils peuvent remettre en question ce que dit la personne. Ou, si vous êtes issu d'une tradition cognitivo-comportementale comme moi, ils pourraient vous poser des questions socratiques du type « Êtes-vous sûr qu'il s'agissait de racisme? Comment savez-vous que c'était du racisme? Comment savez-vous que c'est arrivé ?» Alors que si on prend du recul, on réalise que si quelqu'un nous dit qu'elle a été violée, il serait absurde de lui demander « Êtes-vous sûr d'avoir été violée? Êtes-vous sûr que c'était l'intention de cette personne? » Mais c'est ce que nous faisons tout le temps avec le racisme. Eh bien, vous savez, dans un passé pas si lointain, on disait encore aux gens « En êtes-vous sûr? » Et même encore aujourd'hui, « Êtes-vous sûr d'avoir été violée? » Donc, c'est vrai, je suis d'accord, la validation est importante. Oui, parce que sinon, on ne valide pas l'expérience qu'ont vécu les gens. Donc ça doit être la première étape. L'étape suivante, ensuite, consiste à aider la personne à obtenir davantage de soutien dans sa propre vie. Il ne s'agit pas seulement pour les thérapeutes de valider la personne, mais aussi de trouver d'autres personnes qui la valident et d'échanger avec elle afin qu'elle puisse également la soutenir. Et après, nous utilisons certaines approches pour aider la personne à apprendre à développer un rapport différent avec le racisme, à l'aborder différemment quand elle en fait l'expérience, c'est-à-dire plutôt que de l'intérioriser, reconnaître que, OK, ça c'est un sous-produit de notre psychopathologie sociale, ça ne parle pas de moi, c'est l'autre personne, n'est-ce pas, la société. Et ça évite de l'intérioriser. Et ensuite, la personne commence à apprendre ce qu'elle peut y faire et elle va également revisiter certaines expériences difficiles qu'elle a pu vivre et les regarder à travers un prisme différent pour commencer à récupérer son pouvoir. Voilà les fondements de cette prise en charge. Et pensez-vous que, en tant que personne blanche, ou vous savez, quand on assiste à un congrès comme celui-ci et qu'il y a, je ne sais pas, 80 à 90% de personnes blanches, qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer ça? Et pensez-vous qu'en tant que thérapeute blanc, nous pouvons aborder le traumatisme racial? C'est une question délicate, mais parfois, on a l'impression qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui est comme nous, qui pourra vraiment nous comprendre. Mais parfois, on n'a pas cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est une excellente question. J'ai clairement quelques collègues qui pensent qu'aucune personne blanche ne devrait traiter une personne de couleur parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas comprendre. Elles ne peuvent pas comprendre nos vies. Alors, je ne suis pas d'accord avec cette vision parce que je forme des thérapeutes, c'est une partie importante de mon travail à l'université et dans mes cliniques, assurer la formation et la supervision. Et j'ai formé de nombreux thérapeutes blancs qui font très bien ce travail. Je les ai vus capables de travailler avec des personnes de couleur et de les aider à aller mieux. Il faut juste parfois plus de travail en amont pour, on pourrait dire, démanteler notre propre racisme parce que, en tant que personne blanche, souvent, on a le choix de décider si on veut s'intéresser à la question ou non. Pour moi, en tant que personne de couleur, je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Je dois accepter et comprendre que ça fait partie de ma vie. Et j'en parle avec mes autres amis de couleur.
alors que pour les Blancs, dans notre société, souvent, ils n'ont pas besoin de le faire. Par conséquent, parfois, ça signifie plus de formation au départ, plus de travail intérieur pour être prêt à ça. Mais j'ai vu beaucoup de Blancs être des thérapeutes très efficaces dans ce contexte. Donc, j'encourage simplement tout le monde à apprendre à faire ce travail. Et comme je l'ai dit, ce sera parfois un peu difficile au départ de se confronter à ses propres préjugés, mais nous avons tous des préjugés, parce que nous vivons dans un monde rempli de préjugés, donc il n'y a aucun moyen d'y échapper. Mais nous le reconnaissons, et une fois que nous l'avons reconnu, nous pouvons nous demander qu'est-ce que je peux y faire, qu'est-ce que je peux faire différemment. Même ce congrès, d'après ce que j'ai compris, l'année passée, il était très très blanc, et cette année, ils ont fait un effort pour le rendre plus inclusif. Alors, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais j'ai l'impression que, comme quelqu'un y a réfléchi, nous pouvons faire un choix différent. Alors que si nous continuons en pilote automatique, nous finirons par commettre les mêmes erreurs encore et encore. Mais si nous l'abordons de manière réfléchie, nous pouvons faire quelque chose de différent. Oui, c'est ce que nous essayons de faire à Quantum Way. Vous savez, nous organisons chaque année un sommet en ligne intitulé Trauma, attachement et résilience. Et vous savez, au tout début, les formateurs et les conférenciers étaient principalement des hommes blancs, mais nous avons essayé d'intégrer de plus en plus de femmes, de personnes de couleur, de personnes racisées, d'être plus inclusifs, d'intégrer les LGBTQIA+. Mais nous devons, il faut qu'il y ait une volonté derrière ça. Oui, exactement. Donc nous devons travailler dur. Oui, j'entends parfois les gens dire « Ah, mais c'est tellement difficile, comment est-ce qu'on s'y prend ?» Et je leur réponds « Non, il faut juste de la volonté, il suffit d'un peu de volonté. » Même avec la recherche, les gens disent « Mais comment est-ce que nous allons inclure toutes ces personnes ?» Eh bien, il suffit de décider que c'est important pour vous et de dire « Bon, voici nos objectifs, voici comment nous allons les atteindre, nous allons faire le point tous les mois, est-ce que nous atteignons nos objectifs? Si ce n'est pas le cas, que devons-nous ajuster ?» Comme pour n'importe quel objectif qu'on se fixe et qui nous tient à cœur. Il s'agit d'en faire une priorité. Et vous proposez des formations, est-ce que ce sont uniquement des formations à la TCC ou est-ce que vous incluez d'autres modalités ou d'autres approches dans vos formations et vos recherches? J'ai été principalement formée à l'approche cognitivo-comportementale. Enfin, à l'exception de mon stage qui était en psychodynamique. Et je ne sais pas si je considère ça comme un accident de parcours ou non, mais j'ai beaucoup d'appréciation et de respect pour les différentes approches. C'est juste que j'ai appris l'approche cognitivo-comportementale qui me parle davantage. Quand j'ai commencé ma carrière à l'Université de Pennsylvanie, l'approche était très classiquement comportementaliste, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Vous savez, les comportementalistes ne sont pas réputés pour être chaleureux avec les patients. Donc, en fait, j'ai aussi appris d'autres approches. L'une d'entre elles que je trouve très utile, c'est la psychothérapie basée sur l'analyse fonctionnelle, dont l'acronyme anglais est FAP. Elle se fonde sur les principes comportementaux, mais c'est un type de thérapie relationnelle. Et j'ai vraiment eu l'impression que ça a apporté le cœur qui manquait à la TCC. Donc, je m'y suis formée et je suis maintenant formatrice certifiée en psychothérapie basée sur l'analyse fonctionnelle. Je l'intègre dans mon travail pour aider les gens à se sentir compris, en lien et validés quand je travaille avec eux. C'est la partie attachement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce que j'aime dans cette approche, c'est que je peux parler à mes patients par exemple, quand ils me parlent d'une expérience qu'ils ont vécue, je peux leur renvoyer une expérience que moi j'ai vécue et nous pouvons nous mettre en lien autour de ces expériences. Et ça, je ne pouvais pas le faire avec la formation initiale que j'avais. Aujourd'hui, vous travaillez à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Et quelles sont les différences que vous avez pu observer en venant depuis les États-Unis au Canada? Est-ce que vous travaillez différemment? Est-ce que vous avez l'impression que la culture de la santé mentale est différente? Que diriez-vous là-dessus? C'est intéressant. Je pense qu'il y a plus de similitudes que de différences, en fait. Même si je crois que ça ne plairait pas forcément aux Canadiens de m'entendre dire ça. On ne leur dira rien. Mais il y a aussi quelques différences, même dans ma propre expérience en tant que femme noire aux États-Unis. Les choses sont un peu différentes de ce que j'ai pu vivre au Canada, à Ottawa. Alors, ne vous méprenez pas, il y a
a encore beaucoup de racisme. Je ne suis pas prête de me retrouver au chômage. Mais je remarque que beaucoup de gens me traitent différemment de ce qui se passe aux États-Unis. Par exemple, la plupart du temps, les femmes blanches aux États-Unis ne m'adressent même pas la parole, ne me regardent pas. Si je voyage en avion et que je suis assise à côté d'une femme blanche, je ne m'attends pas à ce qu'elle me parle. Et un jour, j'étais dans un petit avion entre les États-Unis et le Canada et il y avait une femme à côté de moi, une femme blanche, qui n'arrêtait pas de me regarder. Et je me demandais, mais pourquoi elle me regarde? J'ai quelque chose entre les dents ou une tache sur mon chemisier, pourquoi elle me regarde? Et j'ai réalisé à la moitié du vol qu'elle voulait simplement établir un lien humain et dire bonjour. Et je n'avais jamais vécu ça. Et ensuite, quand je suis descendue, elle m'a aidé à porter ma valise, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Ah, donc vous aviez intériorisé le fait que les Blancs ne vous parlent pas parce que vous êtes une femme de couleur. Oui, et ensuite j'ai appelé mon mari après être descendu de l'avion et je lui ai dit « Matt, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé, une femme blanche m'a aidé avec ma valise !» C'était différent. Et je me suis dit que ce serait peut-être un peu mieux ici. Et je dois dire que l'université m'a beaucoup soutenue dans mon travail. J'ai quitté l'université du Connecticut au bout de quelques années seulement parce qu'ils ne soutenaient pas mes recherches sur les personnes de couleur, les traumatismes et les psychédéliques. Et depuis que je suis à l'université d'Ottawa, les doyens et le vice-président de la recherche m'ont beaucoup soutenu, ce qui a fait une énorme différence. Bon. Alors, pas tout le monde m'a soutenu, mais disons que les personnes qui font avancer les choses m'ont soutenu. La plupart, oui, et c'est ça qui était important. Vous disiez que vous aviez des cliniques, vous avez fondé différentes cliniques. Quel genre de clinique avez-vous? Quand j'étais dans le Connecticut, à l'université du Connecticut, j'ai créé une clinique ambulatoire spécialisée dans le traitement des TOC et du SSPT. Et maintenant, nous y offrons également de la psychothérapie assistée par la kétamine. C'est une de nos spécialités. Donc, j'avais fondé cette clinique et quand je suis arrivée au Canada, j'avais l'intention de vendre ma clinique, mais le COVID est arrivé et tout a commencé à se faire en ligne. Le fait que je ne sois plus dans le Connecticut n'avait plus d'importance, tout était en ligne et le moment ne semblait pas propice à un tel changement. Donc, j'ai simplement continué à m'impliquer dans cette clinique, puis récemment, j'en ai créé une à Ottawa aussi. Nous sommes situés dans l'université d'Ottawa et nous faisons un peu la même chose, nous sommes spécialisés dans les mêmes domaines. C'est une clinique plus petite, mais nous nous développons grâce au bouche à oreille. Les besoins en matière de santé mentale sont énormes à Ottawa et dans l'Ontario en général. Il est parfois difficile de trouver de bons thérapeutes et les listes d'attente sont longues. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai estimé qu'il était important de créer aussi une clinique à Ottawa, car il n'y a pratiquement aucun endroit où aller. La situation est encore pire en ce qui concerne le manque de diversité des prestataires de soins de santé mentale. En psychologie, je pense qu'il n'y a même pas 5 psychologues noirs dans toute la province. Et les personnes de couleur ne peuvent pas... Et ces 5 personnes, elles travaillent dans votre clinique? 3 d'entre elles sont à l'université d'Ottawa. Il y en a peut-être 2 autres à Toronto, je ne sais pas, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, les personnes qui recherchent quelqu'un de leur propre communauté, si elles sont issues de communautés de couleur, vont avoir beaucoup de mal à en trouver. Et une de mes priorités est donc de faire venir des étudiants diplômés issus de la diversité et de les former, ainsi que peut-être des étudiants blancs qui ont besoin d'une formation plus poussée dans ce domaine, afin qu'ils puissent également travailler avec des personnes noires, autochtones et d'autres personnes de couleur. C'est vraiment mon objectif pour mes formations. Est-ce que vos cliniques sont ouvertes à tous ou est-ce qu'elles sont liées à vos travaux de recherche? Non, elles sont ouvertes à tous. Tout le monde peut venir. Vous savez, en raison de la pénurie de cliniciens de couleur, la plupart de nos thérapeutes sont blancs dans ma clinique parce que je n'ai pas encore eu le temps de former tous les thérapeutes issus de la diversité dont nous avons besoin pour l'instant. Wow, ça fait beaucoup de projets pour un seul être humain. Je sais. Comment vous réussissez à gérer tout ça?
J'ai beaucoup d'aide, j'ai bénéficié de soutien important et ça fait aussi une grande différence. Oui, mais je reste malgré tout bien occupée. Bien. Avant de terminer cette magnifique conversation, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter sur ce qui vous passionne ou quelque chose que vous voulez dire aux gens sur, je ne sais pas, les traumatismes, l'espoir ou autre chose, quelque chose qu'il vous semble vraiment important de dire? Oui. Eh bien, je pense que ce qu'il est important de dire, c'est que, vous savez, beaucoup de gens qui souffrent de traumatismes raciaux ou d'autres types de traumatismes ont parfois l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais j'ai vu tellement de gens guérir que j'aime transmettre un message d'espoir aux gens et leur dire que oui, il peut être difficile de commencer, mais vous pouvez atteindre l'autre côté. Car c'est vraiment merveilleux de voir des personnes déprimées, tristes et repliées sur elles-mêmes retrouver ce pétillement dans leurs yeux et reprendre leur vie en main. Donc, je veux que les gens sachent qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent les aider et même s'ils ont essayé un certain nombre de choses, peut-être qu'ils n'ont pas essayé la thérapie assistée par psychédélique, par exemple, ou peut-être qu'ils n'ont pas eu la bonne approche avec le bon thérapeute qui comprend leur monde. Voilà, donc ça, ce sont des choses importantes à savoir et auxquelles on peut s'accrocher. L'essentiel semble être de trouver le thérapeute avec lequel vous pouvez être en lien et qui peut vous aider exactement. Et j'aime bien cette idée de traverser pour atteindre l'autre côté. Vous savez, parfois on se demande c'est quoi guérir d'un traumatisme? Comment pouvons-nous guérir d'un traumatisme? Et est-ce que c'est vraiment possible? Oui, ça c'est une bonne question parce que, vous savez, je pense qu'elle nous accompagne toujours d'une certaine manière, cette question. Même au cours du processus de guérison, on peut considérer que c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Cela dit, les gens peuvent faire des bonds énormes et passer d'une situation où ils sont déprimés la plupart du temps à une situation où ils sont heureux la plupart du temps. Et ça, je le considère comme une victoire. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Ah, je vous en prie. Ça a été un plaisir d'avoir cette conversation et j'espère que vos auditeurs trouveront cela utile. Oui, c'est sûr. Je suis sûre que vous trouverez ça utile. Merci.